Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur Monaco Info. Voici le sommaire de cette nouvelle édition du 19h. Le phénomène Barbie ne cesse de gagner du terrain. Moins d'un mois après sa sortie, le film est incontestablement le succès de l'année. Retour dans ce journal sur l'histoire d'une icône intemporelle qui se présente désormais en figure féministe. Et puis en ce 15 août, nous vous proposons de découvrir les hôtels les plus intimistes de la Principauté. Reportage à suivre dans quelques instants. Après, nous nous rendrons au cœur des stages de tennis du Monte Carlo Country Club, un summer camp où les enfants semblent se régaler. Et puis en cette période estivale, vous avez peut-être envie de vous échapper en haute montagne. Découverte des randonnées les plus prisées et consignes pour gravir au mieux ces sommets avec une guide de haute montagne. Juste après, on fera une pause fraîcheur avec la Monte Carlo Beer qui se met au 100% bio. Et enfin, nous vous présenterons un jeune tailleur qui propose des costumes sur mesure ici même en Principauté. Depuis 1959, Barbie incarne l'idéal de beauté, tandis que Mattel diversifie d'année en année sa poupée. Le film de Greta Gerwig, sorti le 19 juillet, la modernise en l'impliquant dans des enjeux sociétaux. Pour nous en parler justement, nous accueillons ce soir Christine Castelin-Meunier, sociologue au CNRS. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation sur Monaco Info. Alors déjà, pour recontextualiser, comment expliquez-vous en tant que sociologue le succès phénoménal que rencontre le film Barbie ? C'est un film qui est fantaisiste au départ, qui concernait l'enfance avec la naissance de Barbie, donc qui draine la nostalgie de l'enfance des jeunes qui sont aujourd'hui majeurs et qui concerne la question de l'émancipation des filles et des femmes, qui est un sujet majeur aujourd'hui. C'est vrai qu'à la base, Barbie était plutôt destinée aux petites filles. À sa création en 1959, je crois. Le film, lui, vous l'avez dit, mais semble séduire un petit peu tout le monde, tous les genres et toutes les catégories socio-professionnelles. Pourquoi ? Ça renvoie véritablement à une prise de conscience qu'il y a un décalage profond entre l'utopie, l'idéal incarné par des petites filles, des jeunes filles, des jeunes femmes, et la réalité. La réalité qui est en fait celle d'une société à domination masculine et qui véhicule de nombreux stéréotypes sur les filles et sur les garçons. Justement, selon vous, le film de Greta Gerwig est-il féministe ? C'était un petit peu toute la question autour de sa sortie. Il est féministe dans le sens où, à l'échelle mondiale, il a des répercussions qui touchent l'ensemble des jeunes filles, l'ensemble des femmes, dans la mesure où la condition des femmes n'a pas encore, bien évidemment, suffisamment changé, et même dans certains pays, il y a eu une régression considérable. Ce passage entre ce monde utopique incarné par des femmes, des filles excessivement jolies, donc qui correspondent à des critères esthétiques, en fait, qui sont faits pour plaire aux hommes. Comment faire pour sortir de cet univers? Et on a envie de dire, bon, et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait du côté des filles, du côté des garçons? Ce n'est pas ça qui va faire bouger le patriarcat. Un mot sur Ken qui, lui, est ravi d'arriver dans le même monde et justement de découvrir le patriarcat qui semble bien lui aller. C'est vrai que dans le film, il est présenté comme un personnage un petit peu stupide qui ne vit qu'à travers Barbie. Est-ce que c'était pas là une petite façon de se moquer un petit peu des hommes ? Et c'est une manière aussi de faire écho au malaise du masculin qui existe aujourd'hui et les tensions qui peuvent exister entre des hommes qui sont en changement et des hommes au contraire qui basculent vers du masculin défensif dans le sens du masculinisme. On sent bien qu'on est dans une société aujourd'hui très partagée entre les hommes en changement ou au contraire les hommes masculinistes qui sont dans une dynamique de régression en termes de respect des droits des femmes. Justement, selon vous, qu'est-ce que ce film risque de susciter dans les mois ou années à venir ? Ce que ça peut susciter, c'est de l'énervement parce que des femmes qui réfléchissent à la manière de faire avancer la condition des femmes
sont vraiment choqués du fait que ce film remporte un succès énorme alors que c'est excessivement kitsch. Mais en même temps, on sent bien que y a un pas à franchir encore entre ce qui est mis en scène à travers cette sorte de principe de plaisir dans lesquels les petites filles vivent avec une sorte d'idéalisation de la société et ce principe de réalité qui est bourré d'impasses pour les femmes. Ces femmes ont envie d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite euh, parce que là, on sent bien que, bah voilà, il y a déjà des tas de retours en arrière, donc il faut se dépêcher. Je vous remercie, Christine Castelin-Meunier, d'avoir été présente sur notre antenne pour nous parler de l'incroyable succès du film Barbie. Je vous remercie. Alors que le week-end de l'Assomption touche à sa fin et que les touristes sont nombreux à s'être rendus à Monaco, partons à la rencontre des hôtels les plus intimistes de la Principauté. Comment se démarquent-ils par rapport aux grands établissements connus et comment vivent-ils cette saison estivale? La réponse dans ce reportage de Frédéric Elion et de Thomas Deus. Monaco fait partie des destinations privilégiées pour les touristes du monde entier. 13 hôtels sont répertoriés sur le territoire monégasque sur les sites spécialisés. Si les établissements de luxe sont les plus connus du grand public, d'autres alternatives s'offrent aux touristes, à l'image de l'Hôtel de France. Un 2 étoiles avec une histoire familiale qui propose 26 chambres réparties sur 3 niveaux en plein cœur de la Principauté. On estime avoir notre place, est tout à fait légitime. Monaco, effectivement, draine une clientèle haut de gamme et assez riche. Mais il y a aussi des gens lambda, comme monsieur et madame tout le monde, et qui sont quand même contents de venir découvrir la Principauté avec des tarifs qui restent accessibles au plus grand nombre. Peu de passages, mais beaucoup de réservations en amont, donc plutôt content de la saison. L'hôtel affiche complet avec une clientèle composée majoritairement d'habitués. Même constat au Miramar, un boutique-hôtel atypique qui a ouvert il y a 1 an et demi. Ici, les chambres sont appelées des cabines et la saison se passe très bien. On a essayé vraiment de se démarquer par rapport aux hôtels concurrents. Donc on est, comme je vous disais tout à l'heure, on est un boutique-hôtel et dans ce concept-là, on essaye de travailler vraiment sur des caractéristiques assez spécifiques. C'est une expérience qui peut être visuelle, c'est une expérience qui peut être olfactive, c'est une expérience qui peut être sensitive, c'est-à-dire que chaque client qui vient ici ne va pas en fait avoir la même chose ailleurs. Alors, vous le trouvez à travers des fragrances de parfums qu'on diffuse dans l'hôtel, vous le trouvez à travers des chambres totalement atypiques, signatures que nous avons ici. L'hôtel comprend 14 chambres, toutes avec un nom et un design différents. À l'étage, un rooftop avec un concept unique de cocktail à base de parfums. Dans notre carte, c'est un coffret avec 6 parfums, des vrais parfums naturels corporels. Chaque parfum il a à l'intérieur entre 3 et 6 fragrances et c'est les mêmes fragrances qu'il va retrouver dans les cocktails. Donc pour le choisir, à différence de tous les autres cocktail bars au monde, comme dans une parfumerie, il est en bâtonnette, il prend chaque parfum, ils sont les fragrances, il va choisir par rapport à les expériences et les sentiments qu'ils sont en ce moment. Les équipes d'Equivoque travaillent avec une parfumerie de Grasse pour créer leur cocktail. Nico Ponce a été sacré champion du monde des RC44, une compétition qui a été organisée par le Royal Yacht Squadron. L'équipage de Charisma qui navigue sous les couleurs du Yacht Club de Monaco avait à cœur de défendre son titre de champion du monde obtenu l'an dernier en Slovénie. C'est chose faite. Félicitations évidemment à toute l'équipe qui porte haut les couleurs de la Principauté. On vous parle depuis plusieurs semaines, c'est vrai, des différents stages sportifs d'été organisés en Principauté. Coup de projecteur ce soir sur le Summer Camp du Monte Carlo Country Club, un stage de tennis qui permet de passer une semaine ludique autour de la petite balle jaune et de la piscine. Reportage signé Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Ils sont une vingtaine cette semaine, de 4 à 14 ans, du débutant aux joueurs plus expérimentés. Ils viennent chaque matin à 9 h dans l'écrin du Monte Carlo Country Club pour un stage d'une semaine de tennis.
Des stages proposés tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Le coût pour une semaine, 223 € avec des entraînements de 9 h à 10 h 30 répartis sur 6 terrains. Un moniteur s'occupe de 6 enfants maximum. On fait tous les exercices, on fait ce qu'on appelle des gammes, c'est-à-dire répétition de coups droits. Après on fait du panier, pareil, ils courent et ils font 3-4 coups droits. Après ils font la même chose en revers, après ils font la volée, le service, ils font tous les coups. Après ceux qui ont un certain niveau, ils jouent des échanges du fond du cours. Voilà, et donc jusqu'au vendredi où ils font des matchs pour ceux qui savent bien jouer. L'objectif pour nous avec Bernard, il est toujours que les enfants soient heureux de venir nous voir chaque année. On a beaucoup de familles qui reviennent chaque été, ils ont plaisir à venir. On a la chance de faire le tennis et la piscine après. Vu la Côte d'Azur, le temps chaud, c'est agréable, voilà. Et puis bien sûr les faire travailler, les faire progresser et que ça se passe dans une bonne ambiance. Et un petit tournoi tous les vendredis, ça leur donne un petit coup de compétition et on organise une belle remise des prix avec des lots. C'est ça l'objectif. J'adore ce stage. Je viens tous les ans et j'adore le tennis. Je trouve que c'est très amusant parce qu'en même temps on s'amuse mais on apprend aussi des choses au tennis et c'est très sympa. Et quel type d'exercice tu préfères ici ? J'aime bien les matchs, je trouve ça que ça met un peu dans l'ambiance du vrai tennis. Donc les matchs, on a la pression un peu et à la fin il y a la coupe, il y a le tournoi. Donc on s'entraîne toute la semaine pour au final être premier, quoi. Après l'effort, le réconfort, à 10 h 30, tous les jeunes vont à la piscine pour une heure de détente et de rafraîchissement. Nous vous donnons à présent quelques idées sorties. Ce samedi 19 août à la Salle des Étoiles, vous pourrez retrouver le show de Tarkan. Il représente 30 millions de disques vendus à travers le monde. C'est la plus grande star de la pop turque. Ne ratez surtout pas ce concert exceptionnel organisé par le Sporting Monte-Carlo. Vibrez également au rythme de l'été avec une programmation musicale exceptionnelle au Jimmy's Monte-Carlo. Ce jeudi 17 août, vous pourrez retrouver les soirées Go Deep avec le célèbre DJ Diplo. C'est le rendez-vous de la house music à Monaco. Et si vous êtes d'humeur à faire la fête finalement toute la semaine, demain, le Twiga accueillera Joseph Capriati à l'occasion d'une soirée d'exception. Profitez de tous ces événements en été à Monaco. Vous avez peut-être choisi la montagne pour passer ce long week-end de l'Assomption et sur place, certains se tournent vers la randonnée pour un moment de sport au milieu de la nature. Mais pour gravir en sommet, il faut être bien équipé et surtout avoir les bons réflexes, décryptage des plus beaux chemins et du savoir-vivre en montagne avec Florence Coteau, guide de haute montagne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a du monde ici en principauté pour cet été 2023. Qu'en est-il en termes de fréquentation en montagne? Première question. Alors, en montagne, cet été, il y a beaucoup de randonneurs sur les chemins plutôt classiques. Après, concernant l'alpinisme et l'escalade, il y a un petit peu moins de monde, mais comme chaque année. Mais on a quand même quelques personnes qui viennent voir voilà, l'arrière du massif. Qui sont justement ceux qui veulent faire de la randonnée de haute montagne? Est-ce que c'est plutôt des sportifs aguerris ou des randonneurs du dimanche? C'est très variable. Il y a des personnes qui viennent vraiment pour découvrir et pour découvrir un univers différent, voir des paysages, et d'autres à l'inverse qui sont déjà amateurs et qui veulent justement faire d'autres choses, d'autres escalades, d'autres voies, découvrir de nouveaux endroits. On le sent, hein, la randonnée a de plus en plus de succès chaque année. Pourquoi, selon vous, les gens se tournent vers ce mode de vacances, ce mode de vie en quelque sorte? La montagne, c'est un univers vraiment exceptionnel, hein. C'est sauvage, c'est beau, on est libre. Voilà, on peut choisir l'itinéraire qu'on veut. Ça doit être un bol d'air pour les personnes qui viennent vraiment de loin et c'est pas leur milieu de vie, donc c'est vraiment un bol d'air. Une question un petit peu pratique, comment bien s'équiper justement pour gravir un sommet ou pour une randonnée? Alors pour une randonnée, avant tout, déjà il faut connaître l'itinéraire. Donc si on ne connaît pas l'itinéraire, on demande à des personnes compétentes, donc aux professionnels de la montagne. Et après, on regarde bien sûr la météo, on fait un sac complet avec de l'eau à manger, de quoi s'équiper si jamais il pleut, voilà. Quels sont les bons réflexes finalement à avoir également pour gravir des sommets en toute sécurité, puisqu'on le rappelle que c'est la priorité? C'est vrai qu'en toute sécurité, l'idéal, c'est d'être encadré par des professionnels, donc soit des accompagnateurs en moyenne montagne pour la randonnée pédestre, soit par des guides de haute montagne pour des itinéraires un peu plus alpins, donc un peu plus grimpants. Pour les débutants, est-ce que vous avez quelques idées de randonnées faciles à faire en haute montagne dans le coin qui pourraient intéresser certaines personnes? C'est vrai qu'il y a des super randonnées dans la Vésubie, dans tout l'arrière-pays, dans chaque vallée, dans la Roya, dans la Vésubie, il y a vraiment des très belles randonnées autour de Salaise. Voilà, il y a plein de choses vraiment géniales.
Et concernant les randonnées très difficiles, selon vous, quelle est la randonnée la plus difficile du coin? Alors la plus difficile, je sais pas, parce qu'elles sont toutes différentes, elles ont toutes des caractéristiques différentes. Après, c'est vrai que le Gélas, c'est le plus haut sommet du massif du Mercantour côté français, donc c'est plutôt une partie en alpinisme, donc il faut être encordé. Voilà, c'est vrai que c'est un très beau sommet qui culmine, on voit la mer, on voit les montagnes plus au nord, c'est magnifique, hein. On l'a vu, la pratique de la randonnée en haute montagne séduit de plus en plus de monde. La protection de la faune et la flore est encore plus indispensable. Par exemple, ça paraît tout bête, mais ne pas donner à manger aux animaux. Que faut-il faire justement pour respecter au mieux cette biodiversité? Et oui, c'est vrai, ben, surtout quand on est dans le parc national du Mercantour, voilà, faut faire attention aux animaux, ils font partie du massif. C'est nous qui venons dans leur environnement, donc ben voilà, on les regarde, on les observe de loin, mais on crie pas, on leur fait pas peur. C'est quand même des beautés de la nature, faut en profiter, on a de la chance de les voir, voilà, donc faut les respecter. Dernière question, comment vont se dérouler les prochaines semaines pour vous en termes de fréquentation et de travail? Alors c'est vrai que jusqu'au 15 août, c'est vraiment chargé en général. Après, ça se calme un peu, mais l'été est encore beau. Il y a des très belles fenêtres météo. Voilà, jusqu'à fin septembre, en général, il y a des magnifiques journées en montagne. Les couleurs d'automne arrivent. Voilà, donc c'est encore bien occupé pour aller voir de belles montagnes, de beaux sommets. Merci beaucoup à vous, Florence Coteau, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous. Après l'effort, le réconfort, et quoi de mieux que se désaltérer après avoir gravi un sommet? La Monte-Carlo Beer existe depuis 2019, bière locale et artisanale, elle ne cesse d'évoluer. Nouvelle brasserie, nouveau design et surtout passage au 100% bio. Anaïs Riu vous présente les toutes dernières actualités pour la marque monégasque. C'est la grande nouveauté pour la Monte-Carlo Beer. Cette année, la bière monégasque présente dans la majorité des établissements de la Principauté est certifiée 100% bio. Une étape de plus franchie par la marque artisanale qui travaillait déjà avec des ingrédients issus d'une agriculture raisonnée, mais le défi était de taille, garder quasiment la même recette et les mêmes saveurs avec de nouveaux produits. On a aidé MC Beer à se lancer dans le bio et tout le challenge a été évidemment de transformer leur recette qui avait des caractéristiques spécifiques et l'adapter avec nos grains, nos houblons, notre processus de brassage. On a mis 2-3 mois, on a fait quelques tests, certains ont échoué, d'autres ont réussi. À partir de là, on a vraiment pu arrêter des recettes, parce qu'ils en ont plusieurs. Et du coup, maintenant, on produit à plein temps ces recettes-ci. Cette certification n'est pas la seule nouveauté pour la MCB. Dans une démarche de constante évolution, les fondateurs se sont également penchés sur les packagings du produit en proposant un nouveau design pour la grande distribution. On a commencé l'activité en 2019 avant le Covid. Donc avec l'arrivée du Covid et donc le changement de consommation, on s'est un peu plus penché sur la partie grande distribution. Et on voulait vraiment, donc on a commencé avec une seule gamme qui est la rouge et la blanche au début, et c'est vrai que maintenant qu'on commence à être un peu plus connu et qu'on commence à avoir un peu plus de volume, on voulait vraiment différencier la partie grande distribution, donc GMS, grande et moyenne surface, de la partie café, hôtel, restaurant. Donc c'était important pour nous de différencier les deux et d'avoir justement une gamme qui va être vendue uniquement dans les hôtels prestigieux et cette gamme qui est accessible à tous. Et tous ces changements sont possibles notamment grâce à la nouvelle brasserie située à Moinsartou, avec laquelle se sont associés les entrepreneurs. Le but pour nous, c'était de se rapprocher un petit peu plus de la Principauté. Donc on a commencé dans le 83, aujourd'hui on est dans le 06. À terme, on aimerait bien s'installer dans la Principauté, donc à Monaco. Le choix de Moinsartou, c'était aussi un choix stratégique. C'est vrai que la ville est certifiée EcoCert, donc elle est beaucoup dans le bio. Donc la brasserie est également bio, donc ça reste dans la lignée de notre objectif de changer nos recettes et de devenir 100% bio. Son prix, 2,50 à 12 € l'unité selon le point de vente. Et après 200 000 bouteilles vendues l'année dernière, la MCB souhaite au minimum doubler son chiffre en 2023, avec des exports également à l'international, comme en Grèce, au Japon ou encore en Chine. Les monégasques ont décidément du talent avec, comme on l'a vu, l'évolution de la Monte-Carlo Beer. Intéressons-nous maintenant à un tout autre domaine. Il est parfois difficile de trouver un costume à sa taille en fonction de sa morphologie. Pour répondre à cette demande, un jeune styliste a donc décidé de créer récemment sa société et propose ses services sur mesure en Principauté. Fabien Bonilla est allé à sa rencontre. Giuliano Pavone, 29 ans, styliste, tailleur. Il se rend directement chez son client pour proposer du sur-mesure. En l'occurrence aujourd'hui avec le patron du club 39 situé sur le Larvoto.
Giuliano est passionné depuis tout jeune par la mode et la haute couture. Suite au confinement et la crise sanitaire, il change de direction professionnelle. Après la restauration, il décide de créer sa société, la maison Elio Pavone. Il propose depuis 2 ans ses services personnalisés pour la conception de costumes, de chemises ou de chaussures. J'ai trouvé ma passion il y a une dizaine d'années lorsque j'étais à Paris. J'ai arpenté les rues, les Fashion Week et je me suis dit ça me plaît, c'est ce que je veux faire de ma vie. Et avec de longues recherches, j'ai travaillé pendant plusieurs années à la maison sur le patronage. Côté sartorial, j'ai suivi beaucoup de maîtres tailleurs français et italiens et aujourd'hui je propose avec grande fierté des produits de très haute qualité sur mesure sur la French Riviera. En termes de prix, un costume 2 pièces coûte environ 1 500 €. Les chemises, 140 € et les chaussures faites aussi sur mesure à partir de 180 €. Giuliano Pavone propose ses services du premier rendez-vous à la conception jusqu'à la livraison. Je me déplace chez lui, à domicile, dans le plus grand des conforts. Je m'installe avec lui à table, on discute de ce qu'il cherche, son produit de rêve. Et après ça, je le dirige vers la gamme de tissus qu'on a. On a à peu près plus de 1000 tissus, donc j'ai plein d'échantillonnages où le client, avec moi, s'amuse à toucher, à découvrir les différents tissus. Ensuite, je procède aux prises de mesure sur son corps, en respectant vraiment bien ce qu'il souhaite, s'il veut quelque chose de très serré ou plutôt loose, un peu plus décontracté. Et ensuite, on passe au design. Chez moi, on a une structure d'épaulettes et une structure dans le mâchoire qui est un peu plus haute, qui donne beaucoup plus de confort au niveau du déplacement d'épaule, voilà, un confort au quotidien. Et l'intérieur est déstructuré, donc on ne retrouve pas de padding. Vous savez, les épaulettes très lourdes, c'est vraiment une épaule naturelle, 100% tissu. Et le dos n'a pas de lining, donc de doublure interne. Ça fait que même quand il fait chaud dehors, on se sent un peu mieux. Et de plus en plus de clients m'appellent pour le mariage. Alors ça, c'est un honneur parce que c'est le plus beau jour de la vie d'un homme, il paraît. Il faut compter une quarantaine de jours pour obtenir un costume. Pour faire appel au service de Giuliano Pavone, vous pouvez le trouver directement sur les réseaux sociaux ou sur son site internet eliopavone.com. Avant de se quitter, je vous propose un point complet sur la météo avec Frédéric Elion. Alors, quel temps fera-t-il mercredi ? Grand beau temps, Julia, de rares nuages en tout début de matinée, puis le ciel sera bien dégagé durant la journée. Les températures seront comprises entre 25 et 31 degrés. Mercredi 16 août, vous pourrez souhaiter une bonne fête à tous les Armelles. Et pourquoi pas, pour refermer ce journal, se rendre au marché de la Condamine pour profiter des chaleurs estivales. Les étals sont pleins de bonnes choses pour le plus grand plaisir des locaux et des touristes qui en profitent évidemment pour se régaler en ce mois d'août. Les photos de ce soir sont signées Stéphane Dana. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités en principauté. Très bonne soirée sur notre antenne.